Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai fait une petite sélection d'actions sous-évaluées selon GuruFocus, des actions qui sont disponibles sur PEA. On analyse tout ça. Avant de commencer, je voulais vous remercier. On est quasiment 18 000 sur la chaîne en à peu près un an. Donc merci pour votre soutien. Ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like et à commenter sous la vidéo. Ça permet de faire fonctionner la chaîne. Et on commence avec Savencia. C'est une boîte que je ne connaissais pas avant de préparer cette vidéo. Alors pour tout vous dire, j'ai utilisé le screener de GuruFocus. Donc j'ai sélectionné des critères, notamment un PEG inférieur à 1,5 et une rentabilité, une santé financière correcte, aux alentours de 6 et 10 sur 10. Donc je suis tombé sur Savencia et on va tout de suite aller rapidement sur Zone Bourse. Et en fait, Savencia, c'est le premier producteur mondial de spécialités fromagères. On a des marques comme Caprice des Dieux, Saint-Albret, Le Rustique, Cœur de Lion, etc. etc. hein. Je suppose que il y en a pas mal que vous connaissez. Et donc, effectivement, personnellement, je ne connaissais pas. Donc, 60% pour tout ce qui est produits fromagers et produits laitiers à hauteur de 40%. En termes de répartition géographique, c'est très centré sur l'Europe, la France, et puis un autre tiers sur le reste du monde. Donc pour Zone Bourse, ils sont plutôt neutres. En revanche, GuruFocus a une notation plutôt bonne pour Savencia. On est sur une tendance baissière hein, depuis quasiment 2018. Pareil pour la concurrence dans le secteur d'activité, pas directement dans les produits laitiers. On a notamment Bonduelle et Fleury Michon ici. On a une rentabilité qui n'est pas exceptionnelle. Elle est notée 7 sur 10 avec un return on equity de 6%, des marges nettes aux alentours des 2%, ce qui est assez faible, mais ce qui reste correct. hein. C'est une société qui est régulière, elle est rentable sur les 10 dernières années avec une belle croissance du chiffre d'affaires, doucement mais sûrement, une bonne situation financière. Si on regarde le rapport cash to debt, on a effectivement une dette qui est importante, mais on a au moins la moitié de notre dette en cash, ce qui est plutôt positif. En termes de rentabilité des capitaux investis, on est sur du 0%. C'est un petit peu compliqué pour le secteur d'activité avec l'inflation, notamment depuis le Covid, donc depuis 2020 à peu près. Et on voit juste ici que on est sur une action qui a l'air de latéraliser. Donc on était effectivement sur une tendance baissière, mais à moyen terme, on voit que la tendance est plutôt neutre, donc à confirmer en fonction de la résolution de ce range, est-ce qu'elle se fera par le haut ou par le bas. Donc voilà pour Savencia, c'était notre première action. On enchaîne ensuite avec QT Group. QT Group, c'est une société que j'avais déjà analysée lors d'un live que vous m'aviez proposé et elle s'est retrouvée justement sur le screener par rapport aux critères que j'avais sélectionnés. Vous voyez qu'on est sur une action qui est haussière et elle est aux alentours de points bas en ce moment, hein, si on prend une droite oblique. Alors effectivement, elle a eu un boom post-Covid et comme pas mal d'actions, la bulle a explosé. Alors QT Group, c'est une société qui propose des solutions et notamment une plateforme pour le développement, tout ce qui va être logiciel, application, etc., etc. Donc on est sur un secteur qui selon moi est plutôt porteur. On est à l'achat globalement, il y a 4 analystes sur Zone Bourse et ils sont plutôt à l'achat. Comme vous pouvez le voir, en termes de répartition géographique, on a notamment tout ce qui va être Europe, APAC, on a aussi pas mal d'Amérique du Nord. Donc on a globalement une, une diversification géographique qui peut paraître intéressante en fonction de votre stratégie. Elle a une très bonne rentabilité. En revanche, sur les 10 dernières années, on voit qu'elle est rentable 5 ans. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des revenus. Et effectivement, on voit qu'elle est vraiment rentable que depuis 4 ans. Ça a été un petit peu difficile les premières années, hein, notamment les 5 premières années. On a été un petit peu rentable en 2015, ça n'a pas forcément duré. Et puis, depuis 2020, on voit que ça explose pas mal. On arrive à générer du cash flow. Attention, en 2023, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On a peut-être investi, on a une bonne rentabilité des capitaux investis, on a beaucoup plus de cash que de dettes, donc c'est plutôt positif. Est-ce qu'on a un dividende? On n'a pas l'air d'avoir de dividende
qu'est-ce qui se passe au niveau des flux de trésorerie? On a peu de dépenses en CAPEX, on est à 2. On a quand même un petit peu d'investing outflow, on est sur du 12. Donc on investit quand même un petit peu, mais on garde notre cash. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un niveau de cash aussi élevé. Donc voilà pour QT Group. Ensuite, on a Capgemini qui est aussi sur des niveaux qui m'intéressent. Hein, vous voyez que on est sur un support, on a réintégré, on a cassé rapidement et puis là, pour l'instant, on est revenu, à notre support. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toutes ces boîtes là, Capgemini, Alten, Wavestone? Et ben, globalement, avec la situation économique, c'est des boîtes finalement qui ont vu, leurs revenus globalement diminuer sur ces exercices-là ou du moins, vous voyez, pour Capgemini, la croissance, elle a diminué par rapport à ce qu'on avait précédemment. Ça a inquiété pas mal les marchés. Donc globalement, hein, la situation économique a fait que on a vécu une période compliquée pour ce secteur d'activité-là, hein. C'est pas uniquement Capgemini, c'est pour le secteur d'activité globalement. Maintenant, les perspectives de croissance restent bonnes à plus long terme. Donc pour moi, ça reste une très belle société, Capgemini, avec une très belle gestion. Maintenant, vous voyez qu'on arrive à faire plus diminuer notre dette que notre cash. Donc, on utilise une partie de notre cash pour la dette, mais pas que. Donc, c'est plutôt positif pour moi en termes de situation financière. Si on va regarder un petit peu les flux de trésorerie, c'est pareil, peu de dépenses en termes de CAPEX, on est sur du 10%. Et pour l'investing outflow, on est sur du 23%. Donc, on est quand même sur une boîte qui investit. Donc, voilà, pour moi, Capgemini, à plus long terme, hein, vous voyez effectivement que là, on est assez neutre en termes de croissance. On doit être sur du 3 aux alentours là, pour le prochain exercice et puis après ça revient petit à petit. Donc voilà pour Capgemini qui paraît aussi sous-évalué selon, Guru Focus. Ensuite, on a Interparfums. Interparfums qui est noté 98 sur 100, sur Guru Focus, donc c'est assez positif, c'est pareil. Pour eux, on est sur des zones de sous-valorisation, assez importantes. Alors il y a plusieurs choses à prendre en compte pour Capgemini. Déjà le fait que, tous les ans, on ait un split de 1/10, hein. Il y a une action offerte pour 10 actions détenues. Donc c'est pas évident de soutenir, le cours de l'action dans ces conditions-là, mais on est quand même sur une action qui a des points bas qui sont haussiers, donc de plus en plus haut. Donc je trouve ça très positif et je voulais aussi vous montrer, globalement, hop, si on la compare à L'Oréal, par exemple. Alors est-ce qu'il va en ce moment, Focus, c'est pas trop la joie, ça rame. Donc je voulais vous montrer ah voilà, super. Donc L'Oréal, elle est là. Donc si on compare, on va mettre dividendes inclus. Si on compare la performance d'Interparfums avec les dividendes par rapport à celle de L'Oréal, on voit que, Interparfums surperforme L'Oréal sur les 10 dernières années. Donc je trouve ça plutôt positif. Pour moi, c'est une très belle boîte, Interparfums. Il faut l'acheter à des niveaux qui sont intéressants parce que parfois, effectivement, si vous l'aviez acheté là sur les points hauts, par exemple en 2022, ben, vous seriez toujours en perte, hein, une perte assez importante. Donc pour moi, il faut viser des niveaux de valorisation qui sont intéressants et là, avec un PEG de 1,2 globalement, à partir de ces zones-là, je considère que ça peut être intéressant. C'est pas un conseil en investissement, hein, c'est ma propre analyse. Ils ont bien réussi à faire repartir, notamment, les parfums Lacoste, donc je trouve ça plutôt positif. Ensuite, on a Delta Plus Group, donc c'est une société qui fait des produits de protection individuelle, notamment des gants, et cetera, et cetera. C'est compliqué pour, Delta Plus Group, notamment au vu de la concurrence. C'est une boîte qui a bien explosé évidemment pendant le Covid, hein. Depuis on est sur des points bas. Elle semble sous-évaluée selon Guillaume Focus. Elle a des bons fondamentaux. Moi, ce qui me dérange maintenant, c'est le fait que la rentabilité par rapport à l'historique, elle a tendance à faiblir. On le voit sur le FCF margin notamment qui est assez faible, on est sur du 3. Mais on le voit aussi par exemple sur le return on equity et sur les marges nettes. Donc ça me dérange un petit peu ce ralentissement, de la rentabilité. Maintenant, c'est vrai que globalement, en termes de valorisation, on arrive sur des niveaux qui sont plutôt corrects.
Ensuite, on a Equasense. Equasense dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne. Je suis sorti dessus, via stop loss. Donc, on avait quand même pu profiter un petit peu, de la hausse. Ça devait être entre début 2024 et puis, l'été 2024 et puis après je suis sorti sur stop loss. Ça reste une belle boîte. On anticipe le retour de la croissance là, vous voyez en termes de croissance anticipée sur les 3 à 5 prochaines années, on est sur du 7-8, ce qui est plutôt pas mal et donc on attend, hein, évidemment ce retour de la croissance, hein. Vous voyez que là sur la courbe de la GF Value, on était plutôt neutre et on attend ce retour de la croissance notamment pour 2025. Donc à voir maintenant les résultats, hein. Il va falloir suivre les résultats de l'entreprise. S'ils continuent d'être décevants, ça risque d'être compliqué. On continue d'avoir une bonne situation, hein, une bonne situation financière avec quasiment autant de cash que de dettes. Maintenant, effectivement, il faudrait qu'on retrouve une bonne croissance au niveau des revenus notamment. Attention aussi aux dividendes. Petit à petit, le payout augmente parce que comme vous le voyez, on a un cash flow qui n'a pas forcément augmenté, même un cash flow qui a diminué, une génération de free cash flow qui a diminué, alors que la part du cash flow qui est utilisé pour le dividende, elle a augmenté. Donc prudence, on reste sur du 40% de payout, ce qui n'est pas non plus extrême, mais c'est des niveaux que je vais surveiller personnellement. Ensuite, on a Manitou. Manitou, une action que j'avais jamais, analysée, qui est notée 90 sur 100, qui semble sous-évaluée. Alors c'est un dossier que je connais pas bien, personnellement. On semble avoir une bonne rentabilité avec, globalement par rapport à l'historique, une amélioration, donc ça c'est plutôt positif. On a un PEG de 0,76, ce qui est tout à fait correct. En revanche, c'est la croissance qui me dérange, les anticipations en termes de croissance. Vous voyez que, hop, si on regarde la courbe de la GF Value, elle est sur une tendance baissière, au moins jusqu'en 2025, et on anticipe une reprise pour 2026. Donc prudence, elle a l'air de repartir un petit peu. Il faut que les guidance soient confirmés. Effectivement, 2020, ça a été compliqué, mais globalement, on a une belle croissance des revenus. La situation financière est un petit peu moins belle que les autres sociétés qu'on a pu voir, mais en revanche, si on regarde, si on compare la dette, par exemple, à l'equity, on est sur une situation qui est tout à fait correcte et qui est en amélioration par rapport à l'historique. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Et enfin, on a Thermador. Thermador, c'est pareil, on a eu des situations un petit peu compliquées, notamment en termes de résultats. On attend une reprise pour 2026 notamment. On a un support, on a une grosse zone de support, vers les 86, hein, globalement. Si cette zone de support venait à céder, on pourrait aller chercher bien plus bas. Effectivement, les anticipations de reprise de la croissance sont attendues pour 2026. Donc, à voir. Je sais pas s'il y en a, qui jouent, Thermador là en ce moment, enfin qui investissent sur Thermador. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire sous la vidéo et à vous abonner, voire à souscrire si vous voulez me soutenir. C'est à la place du bouton abonner quand vous l'êtes déjà.